Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir hommage. C'est une soirée double, si je puis dire, puisque c'est à la fois la soirée du vernissage de l'exposition de Joseph Dadoun, exposition que nous avons ouverte à l'occasion de la Nuit Blanche, exposition qui nous tenait à cœur, nous, le mage, moi en particulier, mais également toi, Joseph, qui était fortement impliqué dans cette exposition. Une exposition qui s'est déroulée dans 3 lieux, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, à la fois dans la galerie contemporaine, mais au-delà, c'était aussi l'occasion de montrer un des films que Joseph Dadoun a fait avec Ronnie Telkabetz, un film beaucoup plus court que celui qu'on va partager avec vous ce soir, un film de 10 minutes en noir et blanc et tourné en caméra Super 8, qu'on a présenté au sein même des collections et qui était l'occasion d'avoir le Louvre, un bout du Louvre en tout cas, présent au sein même du mage, donc de faire rentrer le Louvre, de faire rentrer le travail de Joseph au sein même de nos collections et de voir Ronnie Telkabetz errer à travers les différents départements du Louvre, les antiquités égyptiennes, etc. Et puis, enfin, l'exposition était l'occasion de montrer les livres, les carnets de croquis que Joseph réalise un peu partout quand il part en voyage, et c'est une autre dimension de son travail. Juste vous dire, avant de céder la parole à Joseph Dadoun et à Ophir Lévy, le plaisir qu'on a eu à monter cette exposition, à travailler ensemble, c'était important pour nous de montrer toutes les facettes du travail de Joseph, c'est-à-dire aussi bien Joseph Dadoun réalisateur, Joseph Dadoun performeur, Joseph Dadoun dessinateur, Joseph Dadoun peintre, que nous avons essayé de mener un dialogue justement entre ces différentes périodes, puisque une vie d'artiste c'est long. Pour Joseph, c'est déjà 25 ans de travail, donc on a essayé dans la galerie contemporaine de faire dialoguer les œuvres du début, comme Univers 6, avec son travail plus récent. Mais voilà, je ne serai pas plus longue. L'idée de cette soirée, c'est de dépasser, j'ai envie de dire, le cadre de la production artistique, de montrer un autre versant, de montrer un versant plus long. Le film que Joseph Dadoun a réalisé avec Ronnie Telkabetz au Louvre, notamment en 2006. Et comme il est toujours intéressant de montrer le travail d'un artiste, non pas seulement en dialogue avec un historien d'art, mais de croiser les compétences, de croiser les regards, on a le plaisir d'accueillir aussi ce soir Ophir Lévy. Alors Ophir Lévy, certains ici, je sais, le connaissent. C'est pas la première fois que tu nous fais l'honneur de venir présenter une soirée. Il est maître de conférence à l'université Paris 8. Il est responsable des études cinématographiques. Il a notamment beaucoup travaillé sur le cinéma israélien, mais aussi sur la place, les échos de la guerre et de la Shoah dans le cinéma, et notamment également dans les fonds sonores de films. J'espère avoir été complète. Voilà, on va avoir... Alors, l'organisation de cette soirée, c'est d'abord justement d'envisager un dialogue, un échange entre Ophir Lévy et Joseph Dadoun, ensuite de vous laisser la parole si vous avez des questions, et puis enfin, on présentera donc ce film que Joseph, vous avez réalisé avec Ronnie Telkabetz en 2006 et qui dure une 60aine de minutes. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, cher Pascal, de cette présentation. Alors, bonsoir, Joseph. On va faire comme si on se découvrait. Donc, je vous dis bonsoir. On va discuter pendant une petite 3/4 d'heure environ pour essayer de retracer votre parcours, à la fois votre parcours biographique et votre parcours artistique. C'est à peu près un quart de siècle de production artistique, hein, ce que disait Pascal tout à l'heure. C'est pas en 3/4 d'heure qu'on va résumer un quart de siècle, mais si on arrive déjà à revenir sur certaines des grandes étapes qui ont marqué votre travail et des grandes thématiques aussi qui sans cesse l'alimentent, sont reprises dans les différentes formes que vous donnez à vos réflexions, on aura déjà fait une partie intéressante du chemin pour ensuite découvrir le film Sion, Tzion en hébreu, dont on dira un mot avant la projection. Alors peut-être vous présenter. Joseph Dadoun, vous êtes né à Nice. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est déroulée votre enfance? Parce qu'elle s'est partagée entre 2 lieux.
Oui, alors bonsoir. Je suis très heureux d'être là et je remercie Pascal et je vous remercie Ophir et toutes et tous. Donc je suis né à Nice et à l'âge de 6 ans, ma mère décide de partir avec moi, avec 4 valises et de partir en Israël. Ma mère est née donc en Algérie, donc il y a la guerre d'Algérie, elle quitte l'Algérie, voilà. Mon père est d'origine bretonne, mais il y a, voilà, comme je vous disais hier, il y a beaucoup de ruptures dans l'histoire de mes parents, avec toutes les guerres, puisque mes parents sont voilà, ma mère est née en 29. Et donc on arrive en Israël, on arrive dans cette terre promise, mais les autorités d'intégration nous amènent nous déplacent dans le désert du Negev et dans des caravanes, et on vit avec des immigrés d'Éthiopie au milieu du désert, des caravanes à côté du cimetière, avec des juifs originaires du Maghreb, donc Tunisie, Algérie, Maroc, d'une part, et d'autre part des juifs venant du Yémen, d'Iran, d'Irak, de Syrie, du Liban, et aussi des juifs originaires de la Russie, donc la Russie occidentale et aussi de la Russie orientale. On est dans une ville qui s'appelle Ofakim. Il n'y a rien, c'est les années 80. Il y a un dispensaire socialiste, il y a des centaines de gens malades qui attendent. Il fait 45 degrés. Et j'ai grandi aussi. Et là aussi, il y avait des Bédouins, parce qu'on allait à Be'er-Sheva, une ville à côté, et là, il y avait des Bédouins. Donc, j'ai grandi aussi avec les Bédouins, qui étaient voilà. C'était un melting pot. Mais ma mère me disait, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Moi, j'aime le théâtre, j'aime ci, j'aime ça. Bon. Et il y avait un HLM au milieu du désert, et ma mère avait fait connaissance d'une dame de Russie, et cette dame nous avait invités à boire un thé, et ma mère a dit « Ah, enfin un peu de culture, une dame avec qui je peux parler culture ». Et cette dame, elle avait toutes les porcelaines, tous les meubles et tout. Et en réalité, cette dame avait été l'infirmière de Brejnev. Et Brejnev avait tout fait de la sorte qu'elle ait son cadre, c'est-à-dire qu'elle ait tous ses meubles, tout ce qu'elle aimait, que ça soit déplacé là-bas. Et donc après, on revenait à Nice, parce que justement, ma mère n'a pas trouvé le bonheur ni là-bas, ni ici. Elle était entre deux, dans l'avion. Et à Nice, il y avait un endroit qui s'appelait la Villa Arson. Et à la Villa Arson, dans les années 94, 96, 95, 97, j'ai fait des rencontres extraordinaires de grands artistes, comme Martin Kippenberger, comme Christopher Wool, comme Albert Oehlen, qui aujourd'hui sont vraiment des stars, des grands noms de l'art. Mais tout ça me perturbait, parce que moi, on vivait dans la pauvreté. J'étais soit dans un monde au Proche-Orient, où tous les vendredis soirs, il y avait le film égyptien, dans une culture judéo-arabe. Et je revenais à Nice, et c'était les espaces blancs et immaculés de la Villa Arson. Et donc, c'était à chaque fois un choc. Je n'arrivais pas à me situer. Et surtout, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, où il y a tout tout est très fourni aujourd'hui sur la colonisation, la décolonisation, les identités, tout ça. Dans l'art, ça n'existait pas, tous ces textes. Donc voilà, donc il y a un peu tout ça. Voilà. Oui, alors ce qui veut dire, si je résume, vous partez à l'âge de 6 ans. Oui. En 1981. Oui. Vous arrivez en Israël et vous vivez une expérience dont on oublie qu'encore au début des années 80, elle était assez fréquente, parce qu'on a l'image de ces camps où on accueillait les nouveaux arrivants vraiment au début de l'État d'Israël. Il y a eu des films sur les Mahabharot, il y a eu des films même dans le cinéma israélien. Hier, on discutait, on évoquait le film Salar Shabati, le fameux film d'Ephraim Kishon de 1964, où on met en scène la difficile intégration des juifs dits Mizrahim, orientaux. Récemment, il y a eu le film d'ailleurs Mizrahim,
de Michal Boganim, et aussi le regard soit condescendant, soit méprisant de l'élite ashkénaze sur ces juifs orientaux qui étaient regardés comme à peine civilisés ou difficilement assimilables à un projet extrêmement divers. Et ce qui est étonnant quand on vous écoute, c'est de mesurer la continuité de ce qu'on imaginait être les conditions d'accueil des débuts de l'État d'Israël, alors qu'on est plus de 30 ans après les débuts de l'État d'Israël. Oui, alors il y a ça, et il y a aussi le fait qu'Ofakim est à la frontière, à la périphérie de Tel Aviv. Elle se trouve aussi à 24 km de Gaza. Et il y a aussi, moi, dans ce contexte multiculturel, j'ai vécu en microcosme, au fait, une situation où toutes les cultures étaient mélangées. J'ai grandi dans une... je connaissais des dames juives marocaines qui avaient les cheveux teintés avec de l'aîné. Elles se baladaient à 45 degrés avec une poussette de bébé pour faire leurs achats au marché. Je rencontrais les bédouins, les femmes bédouines, les bédouins dans leurs tentes. Donc j'ai vécu tout ça. Et puis après, je revenais ici. Donc c'était vraiment... j'ai été imprégné de toutes ces cultures. Et je le dis toujours, je suis imprégné de la culture européenne, de la culture française, de la culture orientale, proche-orientale, la culture arabe, la culture chrétienne. J'ai tout ça en moi. Et j'ai vécu vraiment dans cet ensemble, dans ce mélange-là. Donc au début, quand je venais ici en France et que je voulais parler de certaines références dans mes installations de tout le début, ici il y avait une incompréhension quant à des références orientales que j'utilisais, parce que ce n'était pas dans le lexique encore de l'art ici, alors qu'aujourd'hui, bon, avec le temps, voilà. Et là-bas, là-bas, c'était pas assez évolué. Il y avait pas, j'étais à des kilomètres de parler d'art dans cette périphérie. D'ailleurs, le titre Sion renvoie aussi à une mémoire juive. Quel était votre rapport dans votre enfance-adolescence à la religion ? Alors, moi, j'ai eu une éducation extrêmement religieuse orthodoxe. Donc c'est un poids. C'est un poids. Ça veut dire études à la yeshiva ? C'est études à la yeshiva. Il y a une relation. Donc il y a déjà, on est dans des principes. On est cadré. On est dans la relation à Dieu. Et je pense que c'est comme ça aussi dans des études, dans des couvents. Voilà, c'est très très rigoureux. C'était aussi une éducation très antimatérialiste, car dans la spiritualité, on considère qu'on n'a pas besoin de la matière. Donc c'est une vie d'ascète. Ça c'est une chose. Et donc voilà, il y avait tout ça. Et ce qui était très perturbant, c'était l'importance de la religion. Mais en même temps, quand on se retrouve en Israël, au Proche-Orient, on n'est pas à Genève, on n'est pas à Zurich, on est là où des personnes se trouvent pour des raisons religieuses. Que ce soit le christianisme ou l'islam ou le judaïsme, c'est le lieu vraiment où là, les gens sont là pour ça. Donc voilà, donc il y avait tout ça et le retour en France toujours, donc ce va-et-vient avec je viens d'un monde religieux vers un monde laïque et vice versa, mais avec le temps j'ai compris que tout ça était un contexte très enrichissant pour moi, mais il y a quelque chose qui m'a marqué à vie, c'est le désert, voilà. Et dans ce désert, je me sens très bien. Et ce désert est jusqu'à maintenant, et je pense qu'il le sera jusqu'à ma mort, gravé en moi. Voilà. Vous pouvez nous rappeler la proximité entre Ofakim et le désert ? Alors, Ofakim fait partie de 3 villes de développement, entre guillemets, construites dans le désert. Donc, l'immeuble, quand il y a eu un immeuble, l'immeuble était au milieu du désert, c'est-à-dire on descend en bas et puis il y a le sable, il n'y a rien. Après, ça s'est construit. Ouais. Mais c'était ce désert infini avec ces plantes
les chardons, en avril, comme ça, étaient verts et violets, et puis tout de suite après, le soleil arrive, et il brûle, tout devient sec, et je me rappelle du cheval arabe noir qui était comme ça, sur la colline, à 45 degrés, debout. Voilà, il était là. Et je me rappelle que j'allais boire le thé avec mes collègues bédouins, le thé qui est fait sur les braises à la menthe et où le degré de sucre monte très vite. Vous le buvez, ça vous rafraîchit parce qu'il fait quand même très chaud dehors, mais justement, votre corps il récupère la chaleur. Donc voilà, il y a tout ça, c'est-à-dire que j'ai un rapport aussi à la terre, à la sécheresse, à cette lumière blanche. Alors justement, on va voir dans vos œuvres tout à l'heure comment ces sensations, et notamment ces sensations de l'enfance, reviennent, habitent complètement votre travail. Et je me demandais comment s'est passé le moment de la découverte de l'art. C'est-à-dire à quel moment vous découvrez qu'il existe un univers artistique et à quel moment vous commencez à vous former pour devenir... je ne sais pas si à l'époque vous imaginiez devenir un jour artiste, mais comment vous vous formez pour devenir artiste? Alors, pour moi, je savais que je voulais être artiste. Et d'être artiste, pour moi, a été ma bouée de sauvetage. Et tous les jours, le fait d'être artiste, c'est une bouée de sauvetage de la réalité et du monde dans lequel on vit. Parce que, en étant artiste, je sors de tous les carcans et de tous les conservatismes. Et un artiste, il est dans sa bulle, il est dans son univers. Et moi, je suis dans mon univers en permanence. Donc j'ai compris ça, j'ai arrêté de faire mes études. Pendant 1 an, j'ai dessiné. J'ai fait que dessiner. Et puis au fur et à mesure, j'allais à Nice voir les expos, j'ai commencé à m'intéresser. Je me souviens, un jour, j'ai pris un train pour aller à Anvers, pour voir la descente de croix de Rubens à Anvers. Alors, je dormais chez les chassidim orthodoxes à Anvers. Et puis le lendemain, j'ai été dans l'église voir la descente de croix. Mais je peux vous dire que c'est un chef-d'œuvre, cette descente de croix. C'est une œuvre très importante de ce qui se passe là-bas dans cette œuvre. Et puis je voyais des expos à Paris, et puis je voyais tout ça, et c'était vraiment pour moi une façon d'exister. Pour moi, l'art, c'est vraiment c'est de l'oxygène pur. Et alors comment vous êtes formé? Est-ce que vous avez fait une école? Est-ce que vous êtes formé par vous-même? Alors à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Il y avait vraiment le début où il fallait aller dans un café internet, mais il n'y avait pas comme aujourd'hui Instagram, tout ça, Facebook. Aujourd'hui, on peut s'asseoir dans son salon et puis déjà voir toutes les expos de New York à la seconde. On voit tout ce qui se passe, hein. Avant, le savoir de l'art était quand même réservé à... Il y avait encore une élite d'art. Aujourd'hui, plein de gens voient l'art sur les réseaux sociaux et les foires. Et à la Villa Arson, il y avait 2 lieux. Il y avait un lieu qui était la Villa Arson à Nice, où dès que j'arrivais, il y avait une bibliothèque, et là, il y avait les magazines d'art et les livres d'art. Et moi, tout simplement, je feuilletais. Je passais mes journées à feuilleter. Et le directeur de l'époque m'avait permis de fréquenter la villa, même si je n'étais pas inscrit. Et là, j'ai rencontré Noël Dola, qui avec le temps est devenu un ami, qui est un grand artiste français. Et puis j'ai rencontré tous ces artistes là que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'était une chose. Et en Israël, je prenais 3 bus. Je prenais le bus des ouvriers à 5 h du matin, d'Ofakim à Be'er Sheva. Ensuite, je prenais un bus de Be'er Sheva à Jérusalem. C'était les bus avec le caoutchouc sans clim, où ça sentait la transpiration. Et j'arrivais à Jérusalem, et là, je prenais un autre bus pour arriver au musée. Et là, il y avait de l'art. Il y avait un jardin qui avait été conçu par Naguchi, un magnifique jardin de sculpture. Et là, il y avait les Picasso, il y avait l'art. Il y avait l'art du monde entier. Il y avait des grands artistes très, très marquants. Et il y avait une bibliothèque. Et j'allais dans cette bibliothèque, et d'ailleurs l'architecture de ce musée est magnifique, elle est inspirée du modernisme, et là il y avait tous les Art Forum, Art in America, il y avait tous les magazines, et je feuilletais, et je vivais en direct de ces photos, de ces magazines, et je commençais à comprendre des choses, à me construire, voilà.
Alors peut-être on peut en venir justement à votre travail, à votre œuvre. Pascal l'a dit tout à l'heure, c'est une œuvre qui est multiple dans les formes qu'elle prend, puisque vous êtes aussi bien peintre, vous dessinez, vous avez réalisé des performances, des installations, des films vidéo tournés aussi en pellicule. Donc c'est une œuvre vraiment qui prend des formes extrêmement diverses. Peut-être qu'on peut revenir à la fois sur ces différentes formes. Vous avez commencé, si je ne dis pas de bêtises, plutôt par vous mettre vous-même en scène dans des performances, et à travers les formes que vous avez choisies à travers le temps, quelles sont les thématiques qui reviennent de la manière la plus récurrente? Oui, alors au début j'ai commencé par des performances avec mon corps et avec la viande, parce que je n'avais rien, tout simplement, je n'avais pas de moyens. Quand j'ai vu les premières œuvres de Jeff Koons, j'ai compris qu'il avait des actionnaires, qu'il avait des mécènes qui l'aidaient à faire ses grosses productions. Donc ça aussi, ça a été, je devais comprendre des choses. Mais moi, j'ai commencé par la performance et j'étais un artiste de performance, je dirais même presque du body art, hein, presque l'art corporel. J'ai commencé, donc, parce que le fait de faire mes performances, mais pour moi-même, c'est-à-dire je me faisais prendre en photo et je faisais tout ça. Donc, j'ai commencé à montrer des expos photos de mes performances. J'avais fait au début des installations. L'installation m'a amené à la performance du corps. Et de la performance du corps, je suis passé à la photographie. Et de la photographie, je suis passé à la vidéo. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris inconsciemment qu'il fallait que je filme le contexte culturel où j'étais pour partager avec le monde ce contexte culturel. Autrement dit, sinon, je me suis dit, bon, ben, on ne va pas comprendre. Et dans les thématiques de mon travail, il y a le corps, il y a la décolonisation. Mais quand je commençais à parler de tout ça, à l'époque, les gens ne savaient pas de quoi je parle. C'était pas dans les. Il y a la question de ce rapport de tension d'un artiste qui doit se libérer des carcans nationalistes ou des carcans religieux. Et en même temps, il y a la spiritualité, mais c'est une spiritualité qui n'est pas à la merci des pouvoirs des hommes, du pouvoir des pouvoirs religieux. Et il y a aussi une dimension de majesté, c'est-à-dire dans le chaos, dans la douleur, dans la chair ouverte, il y a aussi la majesté. Il y a cette dimension de l'élévation. Et là, je pourrais citer Nicolas Poussin, qui est qui a cette dimension-là, Rembrandt, qui a cette dimension-là, mais aussi l'art byzantin qui m'a beaucoup inspiré, les icônes. Et dans le judaïsme, il y a aussi certains objets comme ça sacrés. Voilà, donc il y a comme ça cette tension entre tous les éléments qui se met en place au fur et à mesure. Mais je pense, et je le savais dès le début, que j'allais développer une pellicule, mais que ça me prendrait des années à la développer. Et donc chaque jour qui passe et que je crée, je sais que je découvre quelque chose que je dis, mais que je ne peux pas le dire en une minute. Il y a des fois une œuvre où vous découvrez une œuvre d'un artiste et voyez tous sur son œuvre en une seconde. Et ça restera comme ça. Chez moi, non. Il y a la performance, il y a les films, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il y a des œuvres aussi. Par exemple, en 97, j'avais été voir un architecte à Nice pour qu'il conçoit une cachette dans une chambre pour se cacher en cas de danger, qui est dans ma monographie, on peut voir les plans. Donc voilà, il y a plein de choses. Et dans ce voyage, je voyage à travers les artistes conceptuels européens, américains. Je voyage aussi dans la peinture des grands maîtres. Je voyage aussi à travers le cinéma, les cinéastes. Derek Jarman, Béla Tarr, Jodorowsky, tous ces grands artistes. Et puis aussi, il y a aussi la peinture du monde arabe, des artistes du monde arabe, et puis il y a aussi la peinture, l'art au Japon. Alors parmi aussi les grandes thématiques qu'on retrouve de manière assez insistante dans votre œuvre,
moi, je cite celles qui me sont venues en voyant que ce soit les films, les installations, les photographies. Il y a cette dimension d'une rencontre ou d'une espèce d'entremêlement de l'Orient et de l'Occident, enfin d'une espèce d'aller vers permanent entre Orient et Occident, qui est très récurrent. Il y a cette question aussi de la figure des Mizrahim, dont on parlait tout à l'heure. Moi, je suis très frappé par ce thème aussi de ces espaces qui sont souvent des espaces soit vides, soit des espaces quelconques, des espaces qui ont l'air un peu désertés, des espaces qui ont l'air comme des interstices entre différents lieux, et où on a évoqué la question du désert, mais qui sont aussi des espaces de relégation sociale, ce que vous évoquiez sur Ofakim notamment. Et puis il y a cette question aussi du rapport au genre ou à la masculinité, qui est souvent interrogée, alors que je vois beaucoup dans la partie peut-être la plus précoce de votre œuvre, avec votre propre corps mis en scène, avec cette viande qui déborde du corps, qui vient à la fois redoubler les organes génitaux et en même temps les atrophier. Enfin, il y a quelque chose de très étrange, de très justement organique, archaïque presque, pour parler comme un psychanalyste. Et d'ailleurs, ce que vous disiez là, un jour, j'ai parlé avec ma tante. On ne se parle pas tous les jours, hein, mais elle m'a dit, de toute façon, on est des écorchés vifs dans cette famille. Mais vous voyez, en Occident, on est aussi des écorchés vifs parce qu'il y a le Christ qui est dans toute l'histoire de l'Occident. Et encore aujourd'hui, le Proche-Orient est écorché vif. Donc, comme disait Bacon, il disait, hélas, vous savez, mesdames, messieurs, la réalité est beaucoup plus dure que mes tableaux. Donc voilà. Mais dans mes performances de viande, je mettais des éléments aussi orientaux. C'est-à-dire que je voulais parler aussi de cette dimension géographique et culturelle, et quelle est sa place dans le vocabulaire des formes. Alors peut-être que je peux montrer quelques images, celle-ci qui correspond à une photographie de la dernière exposition, donc celle qui se termine aujourd'hui, où on voit, ne serait-ce que dans cette photographie, trois modes, on pourrait dire, d'expression ou de travail. C'est le film Universes, ici qui est projeté. Au fond, on a ces dessins, si je ne dis pas de bêtises, c'est au fusain, qui sont travaillés. Et ces peintures, alors je peux montrer une photographie où on les verra un peu mieux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce travail, donc, qui est un des plus récents que vous ayez produit? Oui. Donc, vous voyez, dans ces peintures, pour moi, c'est la suite des photos que j'ai fait tout au début avec la viande. Alors, on voit ces fleurs ici. C'est des plantes, mais c'est des plantes où leurs racines seraient des veines. Donc, soudain, inconsciemment, je projette sur cette toile. Donc, ces fleurs c'est le cri des fleurs. C'est des fleurs qui pleurent. Il y a des larmes. Et en même temps, ces veines renvoient aux veines du corps humain. Et elles sont vives. Elles ne sont pas recouvertes. Vous savez, il y a un texte qui m'a beaucoup marqué au tout début. C'est Deleuze sur Bacon. Et Deleuze parle de Bacon, quand Bacon nous révèle au monde ce qu'on n'avait pas vu, c'est le visage, mais qui n'est pas couvert du masque, mais qui est écorché, et de voir le visage sans le masque. Et donc, ce sont des tableaux sans masque. Et pour moi, la peinture, c'est une question c'est un épiderme, et toute la peinture est un épiderme qui renvoie pour moi à la chair. Et là, il y a le palmier, qui est avec les dattes, qui est le symbole. Donc, le dattier dans le judaïsme ou dans l'islam, c'est le fruit défendu. Il y a le bateau du viking, donc breton. Il y a la fleur métamorphosée avec le corps, avec peut-être un organe qui est lié à la plante. Et il y a le soleil et la lune, le calendrier occidental et le calendrier oriental. Et tout cela se passe dans une chaleur torride. C'est intéressant ce que vous décrivez, parce qu'on retrouve depuis tout à l'heure cette figure du passage d'une réalité à une autre, Nice, Ofakim, Orient, Occident, masculin, féminin, oui, féminin végétal, aussi.
animal, puisqu'on a des veines et du végétal en même temps. C'est-à-dire on est sans arrêt, j'ai l'impression dans votre travail, sur une espèce de tension entre des réalités qui ont l'air très distinctes, mais qui viennent dialoguer ou travailler les unes avec les autres. Alors, vous voyez la fleur là, la fleur là-bas, c'est une fleur, mais en même temps, elle pourrait être en viande. Et donc, si je fais de l'art, c'est parce que je ne parle pas et que je suis dans un silence, parce que je n'ai plus de voix. Et l'art me permet de dire des choses qui ne sont peut-être dans qu'une catégorie. Vous faites peut-être, c'est ça l'art aussi, l'intérêt de l'art, d'être un artiste. Voilà. Donc pour répondre un peu à vos questions, je ne sais pas si je réponds bien, mais oui. En tout cas, voilà. Il y a souvent des cinéastes, par exemple, qui disent si je fais des films, c'est précisément parce que si je pouvais dire ou écrire les choses que j'avais à exprimer, je le ferais, mais je ne peux le faire que par mes films, par ma musique ou, dans votre cas, par ces productions qui sont aussi votre vocabulaire. Alors après, dans ces tableaux, je me suis fait plaisir quand même. Parce que c'est important qu'un artiste se fasse plaisir quand il travaille. D'ailleurs, on le voit, hein, on voit des œuvres. Moi, je dis toujours, quand on voit un tableau, si on dit « Ah, c'est un tableau », ça veut dire que c'est pas une bonne œuvre d'art. Mais si on voit l'œuvre et qu'on sait même pas qu'on voit l'œuvre, on a oublié que c'est un support, ça veut dire qu'elle est bien. Et là, donc bon, j'utilise des peintures à l'huile, j'utilise des peintures très spécifiques qu'on me fabrique dans un village français avec des pâtes à peindre. Mais je peux vous dire que voilà, quand j'achète toutes ces peintures, et dans les rouges, là, je voulais être dans des tonalités de rouge très spécifiques. C'est comme si que j'allais aux Galeries Lafayette acheter des crèmes. Vous savez, à 50 € là, les crèmes chères. Voilà, donc, parce que pour moi, dans l'art, je suis attiré par les essences. Les panneaux de bois, c'est des panneaux de tilleul. Et là, il y a des essences, il y a des palmiers, il y a des odeurs, il y a des cyprès, il y a l'essence du cyprès, il y a les huiles, il y a l'onction. Il y a tous ces univers-là Je suis dans un voyage et je laisse mon corps parler et ça sort. Alors là, je ne sais pas d'où ça vient. Alors peut-être on peut en venir, comme il nous reste assez peu de temps, au projet. Je voulais dire le film Sillon, mais en fait, j'ai envie de dire le projet, puisque à la fois il s'étend sur plusieurs années. C'est des années de travail, entre peut-être 2002-2007, quelque chose comme ça. Et aussi, il est biface, il y a une sorte de diptyque, puisqu'il y a un premier film, là dont vous voyez une photographie qui le montre projeté dans les galeries ici du Mage. Donc un premier film en noir et blanc, tourné, là encore si je ne m'abuse, en 16 mm. Noir et blanc. En Super 8. Il est tourné en Super 8 en Super et il a 8. été gonflé ensuite en... Oui, voilà. D'accord. Voilà, en numérique après. Et un deuxième film, donc celui qui sera projeté tout à l'heure, lui tourné en couleur. En couleur et vraiment avec des moyens du bord, avec de la mini DV et du Super 8 couleur. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce projet ? Comment est née cette idée de faire ce film, je ne sais pas si vous l'appelez film, vidéo, installation, parce que ça a pu prendre aussi des formes diverses selon les lieux où il a été projeté. Oui. Alors pour moi c'est un cinéma spirituel et alors bon, Ronit El-Kabetz elle joue, alors peut-être certaines personnes du public pensent que c'est une histoire, donc je peux pas tout vous dire, mais c'est un film d'art. Imaginez que vous voyez un film de Le Chien andalou de Buñuel ou Orphée avec Cocteau et Picasso. Voilà, c'est un film d'art et je vous conseille de vous laisser aller. C'est de l'art de toute façon et de vous laisser aller. Voilà. Et je vous remercie d'être là et de partager avec moi ce film. C'est un film, c'est un voyage et moi et Ronit, dans notre rencontre, on est dans la lamentation. Alors, bon, ne vous inquiétez pas, on n'est pas des déprimés, mais on est dans la lamentation. Et je pense que ce film, c'est aussi un film sur ma mère, parce que j'ai d'autres films où il y a justement des femmes, parce que justement toujours la présence de ces femmes orientales qui étaient dans le désert, qui se fardaient, qui se maquillaient, qui ne cédaient pas à leur beauté, avec tous les enfants, avec
avec la chaleur, avec toute la difficulté. Donc il y a ça. Et j'ai invité Thomas Goder, qui est un mixeur de son, qui a travaillé avec Chantal Akerman et Costa Gravas et d'autres réalisateurs. Le son est très important dans cette œuvre. À la rigueur, c'est voir les images, c'est voir les sons. Cette œuvre, c'est au fait voir les sons. Est-ce qu'on peut voir un son? Est-ce que c'est possible? Voilà, donc c'est une lamentation. Et aussi, c'est le lien de Jérusalem qui lie toutes les religions. Et hélas, il y a de la rupture à Jérusalem, historiquement. Et voilà, et c'est très très douloureux ce qui se passe là-bas. Et Ronit incarne Jérusalem, elle incarne une femme mariée, une femme divorcée, une femme vierge, une veuve, et elle rentre dans le Louvre, où tout le département de la peinture, évidemment, est imprégné de l'histoire biblique. C'est une réalité, voilà, c'est un fait. Elle rentre dans cette image, dans la cour Kor Shabbat, qui est le début de l'histoire de la sculpture. Hein. C'est la culture assyrienne. Et si vous voulez, elle rentre et elle communique avec, puisque justement Sion, ben, il est toujours là, elle est toujours là, Sion. Et en même temps, il y a aussi cet aspect du Louvre qui est le navire central du monde occidental. Et il y a ces antiquités, et on se demande comment elles sont arrivées là. Voyez, donc il y a aussi cette histoire coloniale. Mais à la fin, on voit que Ronit, elle devient une reine, mais sous le soutien de l'Occident. Vous voyez? Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire que... Et voyez, aujourd'hui, après toutes ces années, on est toujours lié à cet endroit. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a la modernité, il y a les nouvelles technologies. Je me posais des questions. Est-ce que je peux être un artiste moderne, développer des formes nouvelles? Mais en même temps, je ne pouvais pas laisser ça. Il fallait que je parle, si vous voulez, en Orient, je pense que d'être progressiste, c'est de s'intéresser au passé pour mieux vivre un présent, plutôt que de se préoccuper de créer un présent esthétique. Voilà. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé et que je trouvais magnifique dans cette scène. Et là, cette photographie, d'ailleurs, c'est vous qui avez fait aussi des photographies pendant le tournage, parce qu'il y a les films, voilà. Mais il y a aussi les photographies qui ont donné lieu à une exposition en soi. Et ce qui est absolument superbe, je trouve, dans cette image, c'est qu'on voit comme se conjuguer plusieurs formes archaïques. Vous parliez tout à l'heure de votre difficulté à parler, et on verra que le film se situe toujours en deçà du langage articulé. Il y a des lamentations, des pleurs, des cris, des grognements, enfin toutes sortes de sons, mais qui ne se formulent pas dans la langue. Et on est à la fois à l'origine des images. La Mésopotamie, on avait évoqué le père d'Abraham, donc sculpteur, justement l'idée de briser aussi les idoles. Et pour un cinéphile, moi je ne peux pas ne pas voir l'image des danses serpentines inspirées de la danseuse Loie Fuller, qui ont été filmées par les équipes d'Edison avant même que n'existe le cinéma des Frères Lumière, c'est-à-dire autour de 1893-94, et qui sont ces images très célèbres qu'on voit souvent de cette danseuse avec sa robe comme ça qui serpente. Et on a ici une conjugaison de plusieurs formes des origines les plus lointaines de l'image, comme si on remontait au désir même de produire des images, à la nécessité la plus intime de produire des images. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, et aussi, au fait, elle ne fait que marcher. Elle marche, elle est en mouvement, elle marche, elle fait en mouvement. Parce que je me suis posé beaucoup de questions. Pour moi, c'était brutal de passer à chaque fois d'une discipline à l'autre. J'ai pas étudié le cinéma, j'ai pas étudié la photo, tout ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le film? Tout le monde, quand on filme, nos enfants, c'est marcher, c'est bouger. Mais
Et au fait, c'est voilà, c'est l'essentiel, c'est ça la vie, c'est le mouvement, c'est d'être en mouvement. Et elle est là avec ce drapeau noir, et elle est là dans des situations. Et justement, chère audience, ne soyez pas effrayés par les cris, par les pleurs, parce que c'est voilà, c'est aussi cette volonté de laisser la place à ce qui est avant le langage, avant ce que nous a enseigné, ce qu'on nous a formaté. Voilà, donc il y a des moments de cri, voilà, donc bon, voilà, ben, c'est ça. Mais je voulais laisser cette place à ça parce que c'est primordial. C'est avant le contrôle. Voilà. Et cette chose incontrôlable, je me disais, elle effraie beaucoup le monde. Le monde qui contrôle. Donc il y a aussi tout ça. Et alors comment on travaille avec une actrice comme Ronit El-Kabet, justement, sur tout ce qui n'est pas le langage, le texte, le dialogue, c'est-à-dire comment vous l'avez dirigé? Alors, j'ai dessiné le synopsis, j'ai tout dessiné. J'ai travaillé aussi avec d'autres actrices par la suite et tout, mais là j'étais face à une grande actrice. Et quand on est face à une grande actrice, on est vraiment dans un privilège. Elle a appris le théâtre chez Ariane Mouchkine. Voilà. Elle faisait du théâtre aussi. Voilà. Et Ronit avait une particularité, mais je pense que c'est les grandes actrices comme ça, les grands acteurs, quand elle rentrait dedans, elle était là-bas. Et c'est terminé. Le monde il pouvait y avoir un déluge, elle n'était plus là. Elle était là-bas. Elle était dans cet espace-là. Elle était là-bas. Et nos échanges étaient des échanges très spirituels. C'est-à-dire que quand on a fait cette œuvre, moi, j'ai pas fait ça par rapport à une fondation, par rapport à un musée qui accepte. Non, on n'était pas dans ces discussions, je sais pas comment dire, terrestres, de dire qui va s'intéresser, pourquoi faut le faire. On était dans des échanges extrêmement spirituels et on était dans un autre monde. Et Ronit, alors j'avais dit à Ronit au tout début, j'ai dit, écoute Ronit, hélas, je n'ai pas les moyens de te payer une caravane, j'ai pas les moyens de tout ça, mais elle m'a soutenu, elle était avec moi, mais elle savait ce qu'elle voulait dans son maquillage. Elle savait elle-même, voilà, elle savait elle-même. Et je lui ai dit, écoute, je vais te demander de faire des choses, pas forcément agréables. Et elle m'avait dit quelque chose dans le style tu m'effraies pas Joseph et je vais aller jusqu'au bout avec toi dans ce que tu me demandes et dans peut-être de ce que je la malmène. Elle était malmenée, mais elle savait, on savait tous les deux, on voulait aller au-delà, voilà, parce que sinon c'était pas la peine de faire une œuvre. Et Ronit, elle a toujours, elle va jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, il faut que je fasse ce film avec elle? Alors un jour, vous vous appelez Ophir d'ailleurs, et en Israël, il y a le festival comme le César là-bas, et un jour j'étais chez des amis et je vois qu'elle reçoit le prix. Et quand je vois son visage, j'ai eu l'impression que je l'ai rencontrée dans une autre galaxie, quelque part dans l'espace. Et donc j'ai appelé son agent, et elle m'a dit eh ben, si vous voulez la voir, il faut aller à Paris. Donc j'ai dit oui, donc j'ai pris un billet d'avion, je suis venu à Paris. Et c'était vers Passy, elle était dans un café, j'ai acheté une rose rouge, je lui ai donné, et puis j'ai donné aussi le carton d'invitation de mon expo que j'avais à ce moment-là, des performances avec la viande justement. Et elle voit ça, et elle appelle son frère, elle dit écoute, je suis avec un artiste, il fait des choses, mais pas possible, et tout. Et elle lui raconte ce carton d'invitation. Et il lui dit, bah, figure-toi que je l'ai sur mon frigidaire. Donc il y avait un lien. Ouais. On était sûrement dans un lien. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris pas mal d'années à faire les tournages. Aller chez Lacroix, tout ça, ça a pris du temps. Le Louvre, c'est ça qui était extraordinaire, c'est que elle a traversé avec moi toutes ces temporalités et on savait,
Voilà, quand on était dans le désert avec les tenues de la croix, elle m'a dit, mon Dieu, mais si la croix savait je suis avec sa robe de mariée dans le désert, dans le sable, mais voilà, donc voilà, justement cette robe-là. Et on a été jusqu'au bout, on a été au bout des choses. Mais ce qui est incroyable, c'est que moi, je m'imaginais que si vous l'aviez choisi, c'est du fait de sa carrière, du fait de ce qu'elle représentait, à la fois tout ce qu'elle a, tout ce sur quoi elle a travaillé par rapport à l'identité marocaine, Mizrahi en Israël. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est finalement, c'est une épiphanie. C'est-à-dire, il y a une apparition, il y a un visage, une sorte de révélation, et c'est comme une évidence. Alors, c'est pas du tout ce qu'elle charriait déjà de sa carrière et des rôles qu'elle avait pu, ou de son magnétisme d'actrice. Oui, alors le magnétisme, parce qu'elle était, au début, elle a commencé par être mannequin, ensuite actrice, et il y a l'étape où les réalisateurs n'aiment pas ça, c'est quand leur actrice devient réalisatrice. Ça leur plaît pas du tout. Et justement, elle est devenue actrice, et elle écrit avec son frère, et elle joue dans les films, parce que quelque part c'est autobiographique, mais on est dans le chamanisme. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'art. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'art. On était dans l'art. Et moi, je l'ai amenée dans des situations que, franchement, elle... et comment vous dire? C'était une diva, hein, parce que c'était une grande actrice, mais... elle n'était pas du tout dans ce de dire il me faut du staff, vous voyez ce que je veux dire? Elle était d'ailleurs là où je l'ai amenée à Ofakim, pourtant elle est née à côté à Beersheva, elle se sentait mal, hein, parce que c'est des lieux durs. C'est des lieux durs, comment vous dire? Mais c'est ça au fait ce film, c'est une lamentation dans tout ça. Alors comme il nous reste très peu de temps avant de lancer la projection. On peut peut-être, si certains ou certaines ont envie de poser des questions, passer la parole. Alors, il y a un micro qui va circuler de sorte à ce que tout le monde vous entende, y compris derrière. Ce ne sera pas long, je passerai le micro à quelqu'un d'autre. Je voulais vous remercier parce que vous venez de parler de quelqu'un qui nous bouleverse. On est 3 amis ici et on a toujours été bouleversés par Ronit Elkabetz. Et merci, parce qu'il y a des petites choses qu'on ne savait pas. Mnouchkine, j'en avais peut-être entendu parler, mais bon. Et merci, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a fait, quoi. Vraiment. Merci à vous. Et d'ailleurs, elle avait une poétesse russe qu'elle avait dans sa bibliothèque. Et surtout, elle aimait beaucoup Tadeusz Kantor. Voilà. Et il avait un autre point, c'est qu'elle aimait Paris. Beaucoup d'artistes israéliens partaient à Hollywood. Elle aimait Paris comme moi. On était attachés ici parce que quelque part, ici, il y a une boussole qui nous était révélée quelque part. Voilà. Alors je terminerai par... on dit toujours de quelqu'un qui meurt 2 fois. Une fois quand on l'enterre et une fois, la dernière fois qu'on parle d'elle. Je souhaite vraiment qu'on n'arrête jamais de parler de Ronit Elkabetz. Absolument, merci. Merci. Je vois une main, je crois qu'il se lève au fond. Bon, je voulais vraiment être dans les 1000 merci. Parce que moi, j'entends des choses avec beaucoup d'émotion. C'est-à-dire à la fois ce profond enracinement dans la terre, dans le désert, et aussi cette bulle dans laquelle tu nous fais un tout petit peu entrer, qui est celle de la création et de l'art. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça donne vraiment l'envie à la fois de s'enraciner, d'avoir vraiment les pieds dans la terre, et à la fois de s'envoler un petit peu pour aller vers des choses belles. Alors, merci beaucoup. Merci Dominique, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, remarques, remerciements? Une main se lève. Bonsoir Joseph. J'ai une question qui est pas simple à poser. Je vais essayer de la formuler simplement. Par rapport à l'actualité, est-ce que du coup ça t'a inspiré ces jours-ci de nouvelles œuvres?
Oui, je travaille à l'atelier et je fais de nouvelles œuvres. Oui, oui. Voilà. Oui. Parce que c'est sûr que les fleurs du mal, les fleurs qui crient, ça nous rappelle aussi des choses qui ont pu se passer récemment. Et du coup, je me demandais s'il y avait une suite à tout ça. Oui, oui, oui. Ok, merci. Oui. Merci, merci Sabrina. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident d'évoquer à la fois une actualité et un travail en cours, mais si je ne m'abuse, en 2014, vous aviez fait un travail autour de l'opération bordure. Je crois qu'en français on dit bordure protectrice, mais votre travail Barrière protectrice. C'est barrière protectrice. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai exposé ces dessins dans le kibbutz Be'eri, là où a eu lieu le massacre. Et quand c'est arrivé le 7, j'ai écrit à Ziva Yalin, l'artiste et qui a la galerie d'art là-bas, pour lui demander si elle était vivante. Et tout ça a été triste parce que ce kibbutz, c'était des hommes et des femmes qui faisaient beaucoup pour la paix et qui d'ailleurs amenaient des malades du cancer de Gaza en Israël. Et donc c'était tous des personnes qui étaient pour la paix et pour le partage. Et ce soir, j'aimerais qu'on ait tous dans nos cœurs un moment pour toutes ces âmes qu'elles partent. Et je demande à ces âmes de prier pour nous, pour que un air d'échange et de partage et de vie commune puisse un jour être possible. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être que maintenant on peut passer à la projection du film. Donc on va voilà, libérer l'espace. Merci beaucoup Joseph. Merci pour tout ce que vous nous avez. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vraiment. Merci pour ce que vous nous avez livré. Et donc bonne projection.